3 fois moindre que, par exemple, au Gabon ou en Centrafrique et dans d'autres pays africains. C'est fait exprès pour mieux écraser les peuples, pour mieux les dominer. Mais comment vous pouvez dire des choses pareilles? C'est la vérité. Quand on voit que ces 50 dernières années, l'Afrique a considérablement progressé en espérance de vie, en politique d'éducation, de santé, etc. Est-ce que c'est pas exagéré que de dire que ces institutions sont venues écraser? Vous oubliez aussi une chose, c'est la capacité d'inventivité, de créativité du peuple africain. Nous avons nous-mêmes, avec nos petits moyens, construit des petites écoles dans les villages, construit des petits dispensaires, remis en place les méthodes traditionnelles de soins. C'est-à-dire que notre pharmacopée aujourd'hui est plus valide que jamais. Vous avez parlé tout à l'heure de la Covid-19. Nous n'avons pas attendu les vaccins pour soigner nos malades de Covid. On a récupéré nos médicaments traditionnels. Nous nous sommes soignés avec. J'y étais. Donc, tout ce qui était méprisé autrefois a été réhabilité. Donc, ne pensez pas que nous sommes là, on attend qu'on nous apporte ce qu'il faut. On bâtit nos universités aujourd'hui, des universités panafricaines, avec d'autres modes de réflexion, d'autres façons d'enseigner aussi. Dans un pays comme le Cameroun, c'est un peuple extrêmement dynamique qui crée des universités. On n'attend pas les aides, hein, on n'en a pas besoin, parce qu'on sait que quelquefois, c'est un poison. Et que souvent, c'était une manière de nous inféoder et de nous dominer. Nous en sommes conscients. Moi, je suis une enfant d'après les indépendances. Ce n'est pas pareil que nos parents qui sont nés avant les indépendances. On a une autre façon de regarder le monde. Nous faisons partie du monde et ce monde, nous allons le conquérir. Je suis très confiante sur le fait que dans 30 ans, comme disait Sylvie, notre pays, notre continent sera la terre d'accueil de tous les autres peuples du monde. Antoine Glaser, votre point de vue sur cette question des institutions, c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué le FMI, la Banque mondiale, quand des pays sont en difficulté, ils exigent des ajustements qui ont des conséquences. Mais vous avez le sentiment que tout ce qui a été distribué comme aide au développement à travers ces institutions n'a eu que des effets négatifs? Je suis incapable de me prononcer sur le fond, hein, je ne suis pas économiste. Simplement, ce que je peux dire, c'est que de la même façon que la France a exporté dans ces pays, toutes ces institutions, etc., ce qui permet que les chefs d'État, d'ailleurs, ils sont devenus des vrais constitutionnalistes, ça leur permet de faire des deuxièmes, des troisièmes, quatrièmes mandats. Mais surtout, ce que je crois, par contre, c'est que ces grandes institutions, on appelle le Bretton Woods, FMI, Banque mondiale, ça leur a permis de faire vivre des dizaines de milliers d'experts. Pourquoi? Parce qu'ils les envoyaient avec les prêts d'ajustement structurels autour de ce qui était imposé d'une façon ou d'une autre. Il y a bien évidemment mais vraiment, moi j'ai connu dans les hôtels, il y a des hôtels en Afrique qui étaient bourrés d'experts. Pourquoi? C'était comme si c'était une autre langue. Le FMI, la Banque mondiale. C'était vraiment la langue des économistes que les Africains, fallait surtout pas leur apprendre cette langue. Et ça faisait, c'est des experts qui avaient été autour des conseillers, autour de tous les ministres, etc. C'est ça la domination aussi. Donc moi, je me prononce pas, je ne sais pas si c'est prêt, ce qu'ils ont apporté, ce qu'ils ont retiré, mais je peux vous dire qu'il y a des vraiment, ça fait vivre l'extérieur. C'est la même chose, on va en parler sans doute avec Sylvie sur les ONG. Pourquoi est-ce que, par exemple, de l'extérieur, on ne donne jamais à des ONG locales, on donne toujours à des ONG de l'extérieur? Alors souvent, je ne vais pas citer l'agence, ou d'autres qui me disent toujours « Ah oui, mais on ne peut pas parce que nous, on est banquiers. En tant que banquier, on ne peut pas donner à une ONG locale. » Et tout ça, c'est ça qui crée aussi ce sentiment de dépossession de l'Afrique par rapport à ces grandes institutions. Alors, ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de la Banque mondiale du FMI, maintenant, ils ont quand même intégré énormément de jeunes Africains. Il y a des financiers africains et autres. On parle de ces grandes institutions, Sylvie Brunel, mais certaines ONG sont en elles-mêmes de grandes institutions. Pour ne pas les citer, par exemple, Oxfam a des moyens considérables. Quel bilan vous faites de cette action des ONG, disons des principales ONG, en Afrique?
le bilan, il est contrasté, il est positif, il est... Alors, vous savez, Émilie, il y a un proverbe en Afrique qui dit « la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit ». Et vous avez donc une prolifération d'institutions qui prétendent tous sauver l'Afrique malgré elles. Vous savez que le développement, c'est avoir la capacité de choix, c'est-à-dire être souverain quand on est face à son destin. Or, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que dans le domaine de l'humanitaire aujourd'hui, tout un ensemble d'acteurs prétendent, à leur niveau, savoir mieux que le paysan africain ce qui est bon pour son avenir. On constate que dans l'environnement, et Calixte y a fait allusion, on crée aujourd'hui des zones protégées, mais protégées contre l'éleveur africain, contre le paysan africain, avec la complicité des autorités locales. On constate aussi que chaque fois que l'on reçoit un prêt, alors vous savez que l'Europe a largement aujourd'hui annulé sa dette et délié son aide, c'est-à-dire qu'elle ne conditionne plus son aide à l'achat de biens et de services en provenance de l'Europe. Mais ce n'est pas du tout le cas de la Chine, qui est d'une façon beaucoup plus cynique et qui exige, pour pouvoir construire des infrastructures, avoir accès aux ports, mettre en place des mécanismes de coopération, d'avoir la mainmise sur les matières premières africaines, qui crée aussi des systèmes complètement fermés où elle n'emploie pas les Africains. Il y a très peu, par exemple, de mariages qu'on pourrait appeler interraciaux, même si cette formule ne veut rien dire. Donc on se rend compte qu'effectivement l'Afrique est envahie d'acteurs aux motivations plus ou moins troubles, qu'elle a beaucoup de mal à coordonner, qu'elle a beaucoup de mal surtout à dominer, si je puis dire, c'est-à-dire dont elle a beaucoup de mal. Et je pense qu'il faut qu'elle reprenne dans ce domaine sa souveraineté. Et pour ça, il ne faut plus qu'elle demande d'aide de l'extérieur, parce qu'elle a elle-même les moyens sur place, avec toutes ces matières premières, avec tous ces atouts, de transformer sur place en créant un marché intérieur, un processus de développement qui la rendrait, comme les pays d'Asie, comme la Chine, comme les émergents d'Asie de l'Est, totalement souveraine quant à son avenir. Et c'est en cela que je pense, pour revenir à ce que disait Calixte tout à l'heure, qu'on peut très bien avoir dans 30 ans un renversement total de l'histoire de l'humanité, avec une Afrique où un humain sur 4 sera effectivement africain et qui donnera le là au reste du monde sur la gestion des personnes âgées, sur la gestion de la nature, sur la gestion de l'énergie, sur la gestion aussi de ce qu'est un développement qui sait saisir le meilleur des technologies. Je vous ai entendu. Alors, puisqu'on est bientôt à la fin de cette émission et qu'on parle de grandes transformations, Madame Traoré, vous êtes avec nous là depuis Bamako. Je voudrais vous poser une question qui fait partie de vos préoccupations politiques au niveau de l'écologie. La prise de conscience du réchauffement climatique, elle est acquise partout, en Afrique comme ailleurs. Les politiques économiques ne suivent pas toujours, notamment en matière de coopération, de commerce extérieur, de transition énergétique. Qu'est-ce qui empêche, à votre avis, l'Afrique d'avoir aujourd'hui une politique écologique qui tienne compte à la fois des traditions et de la modernité? C'est pour ça que je m'interroge encore une fois. J'ai l'impression que notre débat va dans le sens de, même si on n'idéalise pas le développement, c'est comme s'il y a un modèle performant et vertueux quelque part. L'Afrique n'y est pas et elle va certainement y arriver comme les autres. Mais moi, je n'envie pas les autres. Quand je regarde l'état du monde aujourd'hui, je n'envie pas les autres. C'est vrai. C'est à nous, à la lumière de l'état catastrophique de la planète, c'est à nous de nous dire, ils prétendent avoir décollé, ils sont partis. Mais nous voici au même endroit. Quand je regarde la bagarre pour les retraites, et les tremblements de terre, les migrants, on a tellement de problèmes. Calixte a raison de dire que tout ça, c'est humain. On a devant nous une somme considérable de situations qui ne permet pas d'être optimiste en disant on va y arriver comme les autres, mais je n'ai pas envie d'y arriver comme les autres parce que les autres n'y sont pas. Ils n'y sont pas précisément parce que le modèle dont on parle, c'est le même modèle. Nous, on n'a pas eu le temps de penser, d'avoir une pensée économique et politique
qui devait nous mettre à l'abri de cette situation. Donc c'est parce que les autres savent, ceux qui sont partis, les sociétés et les nations esclavagistes et colonialistes qui sont sortis par la fenêtre, qui reviennent par la porte, qui disent, et les autres, quand ils parlent de la Russie, de la Chine et de la Turquie, ils disent les compétiteurs, les concurrents. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que l'Afrique est une proie. L'Afrique est une proie. Donc les gagnants de ce système, ceux qui ont cru qu'ils gagnaient, se bousculent, veulent occuper le terrain pour que les autres ne viennent pas. Et nous, Africains, qu'est-ce qu'on fait? On va être là en train de dire, venez, il y a les terres, il y a les ressources, et allons-y, nous voulons nous développer comme vous. Mais moi, je n'ai pas envie de me développer comme eux, d'autant plus que notre continent, on est un dépotoir. Les déchets, moi je ne vois que des déchets. Je me suis battu toute ma vie pour les textiles africains. Mais quand je regarde aujourd'hui, je ne vois que la friperie dans les partout, de Nairobi à Dakar. La plupart des boutiques, nos jeunes ne vendent que des restes. En somme, vous êtes en train de dire que l'écologie est une chance pour l'Afrique. Bien sûr. Elle pourrait être une chance pour l'Afrique pourvu que ce ne soit pas le modèle capitaliste destructeur, congénitalement destructeur des humains, de la cohésion sociale et du vivant. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait du capitalisme dans les pays africains comme ailleurs. Un mot là-dessus et on a terminé, Calix Beyala. Oui, non, mais c'est vrai que... Sur l'écologie comme une chance. L'Afrique n'a pas eu besoin du mot écologie pour être écologiste. Le peuple africain, autrefois, naturellement ne prenait de la nature que ce dont il avait besoin. On ne prenait jamais plus. Moi, je me souviens quand j'étais enfant de mes oncles, quand ils allaient à la chasse, ils allaient ramener un gibier. Pas parce qu'ils n'en avaient pas trouvé 10 ou 20, mais un. Ça dit selon, et d'ailleurs, il me demandait le matin, Béalba Sangduli, il m'appelait par mon tour. Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Je disais, je veux une biche. Voilà. Et ils amenaient une biche pour tout le village, mais pas 10 biches. Or, donc, on n'a pas eu besoin de l'Occident pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire pour vivre en cohésion avec la nature. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, comme le disait Aminata, nous sommes devenus un dépotoir avec les vieilles voitures, la fiperie, tout ce les vieux frigos, les vieilles télévisions, tout ce dont l'Occident n'a pas besoin. Ils mettent ça dans les bateaux, ils viennent jeter ça chez nous et ça nous pollue. Mais on n'est pas encore autant pollué. Donc nous allons faire un travail, et moi je suis confiante là-dessus, pour balayer tout cela, réapprendre aux gens, comme nos parents le faisaient autrefois, à marcher à pied. On oublie que nous, on faisait 20 km pour aller à l'école. Les jeunes Africains ont oublié ça. On va repartir vers un autre type de développement. Ça ne veut pas dire qu'on va rejeter ce qu'il y a de bon en Occident. C'est pas ça. On va prendre tout ce que vous avez de bon et on va faire à notre façon pour ne pas avoir ce que vous avez produit de mal. Ça, c'est la chance que nous avons. C'est pour ça que je suis contre ceux qui disent qu'il faut rejeter totalement l'Occident. Ah non, 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 non. Il y a de très belles choses. Et nous allons les prendre. Par exemple, le système de retraite. Moi, je trouve ça très bien. Et on va les appliquer. Ou les lois sur le travail. Il faudrait peut-être qu'on s'inspire de ça et que les travailleurs soient plus protégés. La sécurité sociale. Moi, j'aimerais bien qu'on ait ça chez nous. Je veux dire que... Mais il y a des choses que je n'aimerais pas. Le développement à tout prix, les immeubles partout, parce que l'humain n'a pas besoin de tant de richesses, de tant d'argent pour survivre. Nous allons refuser cet aspect-là. Merci. Écoutez, l'émission se termine là-dessus, donc sur une Afrique qui serait et qui est, comme vous l'avez dit, en phase avec ce développement durable et contre tous les gaspillages. Alors, il me reste à vous présenter une bibliographie. Aminata Traoré, vous avez publié il y a quelques années « L'étau ou l'Afrique dans un monde sans frontières ». Vous n'avez pas changé d'avis aujourd'hui? Non. Non. Vous pensez que l'étau est toujours là? Qu'il se resserre, mais on va se battre. Ah bon, bien. Écoutez, alors je voudrais signaler le livre d'Éric Toussaint, Banque mondiale, une histoire critique. Écoutez, c'est un livre qui est plein d'informations sur les relations dont on a parlé entre l'Afrique et les grandes institutions et tous ces ajustements structurels qui ont provoqué
comme ça a été dit au cours de cette émission, de nombreux dégâts. Alors, Antoine Glaser, vous avez publié il y a quelques années avec Stephen Smith « L'Afrique sans Africains ». Le rêve blanc du continent noir. Le rêve blanc du continent noir, et votre livre « Le piège africain de Macron » vient d'être publié chez Pluriel. Quelle continuité il y a entre tous ces livres sur l'Afrique? Est-ce que c'est une mission chez vous? Non, c'est pas une mission, mais c'est vrai que quand j'entends Aminata qui parle d'Afrique dépotoir, c'est vrai que moi ça me fait bondir. Avant de s'occuper, enfin je vais pas être critique sur le voyage du président Macron en Gabon, mais avant de dire que les grandes forêts du Gabon, c'est vraiment les forêts, c'est les biens communs de l'humanité, comme si ça appartenait pas aux Africains, c'est les biens communs de tout le monde. Il faut pas toucher à ces forêts, qu'on s'occupe déjà de l'Afrique dépotoir. Antoine Glaser, un mot quand même, quand on dit que les forêts sont des biens, c'est dans la mesure où ils capturent le gaz carbonique. Oui, mais voilà. On dit que c'est les biens communs de l'humanité, ok, mais et à part ça, l'Afrique finalement a été très vertueux par rapport à l'ensemble du monde sur la pollution du monde, et on va dire, vous touchez surtout pas à vos forêts parce que ça peut servir à tout le monde, ok. Oui, mais là, on a... Non, mais c'est là où il y a un vrai problème. Bien, Calix Beyala, vous avez publié il y a quelques années Les honneurs perdus. Ou le Christ selon l'Afrique le plus récent. Ou le Christ dans l'Afrique. Tout ça, vous restez finalement dans ce lignage africain quand vous écrivez. C'est l'Afrique qui écrit en vous, ou finalement, maintenant, vous êtes, comme vous vivez également en France, est-ce que c'est le monde qui vous motive ? Il y a l'Afrique qui me motive, certes, mais en même temps, j'appartiens au monde. Je veux dire que moi, je crois plus en l'identité géographique des peuples qu'à l'identité raciale. C'est-à-dire, vous prenez un petit Européen, vous le mettez en Afrique. Pour moi, c'est un Africain parce que l'environnement dans lequel il vit va faire de lui ce qu'il est. Donc, ce que je suis, c'est un mélange de l'Afrique et de l'Europe. Et personne ne peut me le dénier. Et mes enfants sont pareils. Et chaque être humain aujourd'hui dépend de son environnement. Et c'est pour ça que ceux qui parlent du grand remplacement et toutes ces conneries, j'appelle ça vraiment... C'est pas au cœur, ça n'est pas au cœur de notre émission. Non, donc mais ça fait partie, ignorons cet extrémisme-là. Alors, ça fait partie, donc c'est pour dire tout simplement Sylvie que Brunel, nous sommes tous cela à la fois. Bien entendu. Sylvie Brunel, vous venez de publier « Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre ». Nous aurons l'occasion de parler des paysans, de l'agriculture. Mais pourquoi vous avez publié ce cri aujourd'hui ? Parce que dans le monde entier, on n'a jamais autant parlé de l'arme alimentaire, de l'insécurité alimentaire, qu'il y a dans le monde entier plus d'1,3 milliard de paysans qui travaillent dur, qui nous nourrissent, et que dans tous les pays, ils sont méprisés, ils sont critiqués, alors que tous les enjeux aujourd'hui écologiques, énergétiques, paysagers, patrimoniaux et bien sûr nourriciers passent par eux parce qu'ils travaillent avec le vivant, et c'est particulièrement vrai sur le continent africain où les mégalopoles sont extrêmement importatrices de nourriture alors qu'on a encore plus de la moitié de la population qui travaille dans les campagnes. Donc vous considérez aujourd'hui que l'alimentation est sacrifiée au profit de la grosse industrialisation et du capitalisme international ? Non, c'est pas ça. Non, je considère que la souveraineté alimentaire, c'est une question essentielle qui est revenue au premier plan avec la pandémie, la guerre en Ukraine, l'inflation, le fait que les exportations de la Russie et de l'Ukraine ont été bloquées pendant très longtemps, alors que vous le savez, la Russie est aujourd'hui le premier producteur de blé au monde, et que nous avons besoin aujourd'hui, dans ce monde de plus en plus urbain, de reconsidérer ces gens dans les campagnes qui triment dur, comme l'a dit Calixte, qui élèvent des bêtes et qui sont souvent considérés comme la dernière roue du carrosse. Merci donc pour cet éloge mérité de la paysannerie et du monde agricole. Il me reste à vous remercier, mesdames, cher Antoine Glaser. Je voudrais remercier l'équipe de LCP qui a permis donc la réalisation de cette émission. Et avant de nous quitter, je vous laisse avec cette citation de Nicolas Bavrez. « L'Afrique a considérablement changé depuis la fin du XXe siècle.
elle participe à la naissance d'un Sud global.